10 ans. 10 ans consacrés à une entreprise qui ne m'a jamais estimée à ma juste valeur. Je m'appelle Hélène Martin et pendant une décennie entière, j'ai été la première à arriver et la dernière à quitter les bureaux du groupe. Bertrand à Paris. J'ai sacrifié des vacances, des anniversaires de famille et des week-ends pour des urgences de dernière minute. Ma vie personnelle est passée au second plan, tandis que je devenais le pilier invisible qui soutenait le service de comptabilité. Je me souviens encore de mon premier jour, quand Antoine, le directeur qui m'a engagé, m'a assuré que la loyauté et l'effort seraient toujours récompensés. Dans cette entreprise, nous prenons soin des nôtres, m'a-t-il dit avec un sourire que je reconnais maintenant comme étant répété. Je l'ai cru. J'ai cru à chaque mot tandis que je m'efforçais, jour après jour, formant chaque nouvel employé, résolvant des crises avant qu'elles n'atteignent les oreilles de la direction et sacrifiant des heures de sommeil pour livrer des rapports impeccables. Cet après-midi de mars, le ciel parisien menaçait d'orage, tandis que je parcourais distraitement la liste des primes trimestrielles qui étaient restées sur l'imprimante. Commune. Je ne cherchais rien de particulier, je vérifiais simplement que les chiffres correspondaient à mes prévisions. C'est alors que je l'ai vu. Julien Dubois, 3 mois dans l'entreprise, 3 800 €. Lucie Bernard, 4 mois, 3 750 €. Charles Moreau, 6 mois, 3 900 €. Mon regard s'est arrêté sur mon propre nom. Hélène Martin, 10 ans, 2 100 €. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. J'ai relu les noms, les postes, les chiffres. Peut-être était-ce une erreur administrative. Peut-être avais-je mal interprété quelque chose. Mais non, les chiffres étaient réels. Je suis restée paralysée, le papier tremblant légèrement entre mes doigts. Ce n'était pas seulement une différence de salaire. C'était presque le double. Le double pour faire exactement le même travail que moi, avec un 10e de mon expérience. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit tournait en boucle, se remémorant chaque fois qu'on m'avait demandé un effort supplémentaire, chaque promesse de révision salariale, au prochain trimestre, ce n'est pas le bon moment, Hélène. Je me suis souvenu des regards condescendants lorsque j'ai demandé une augmentation 3 ans plus tôt, et comment Isabelle, la directrice des ressources humaines, m'avait expliqué que je devais être patiente et continuer à prouver ma valeur. Le lendemain matin, je me suis préparée avec un soin particulier. J'ai choisi mon tailleur gris, celui que je réservais pour les réunions importantes. Je me suis maquillée légèrement, juste assez pour dissimuler les cernes d'une nuit blanche. Et j'ai répété ma question devant le miroir une 12aine de fois, modulant ma voix pour qu'elle sonne ferme mais respectueuse. À 9h30, j'ai respiré, profondément, et j'ai frappé à la porte du bureau d'Isabelle. Antoine était également là, examinant des documents avec elle. Parfait, ai-je pensé. Ainsi je n'aurais pas à répéter ma question. Bonjour, dis-je en fermant la porte derrière. Moi. Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois clarifier quelque chose d'important. Isabelle a haussé un sourcil, visiblement agacée par l'intrusion. Antoine a à peine levé les yeux de ses papiers. Ça ne peut pas attendre, Hélène. Nous sommes au milieu de quelque chose, a répondu Isabelle. Je crains que non, ai-je répondu, et j'ai remarqué que ma voix sonnait différemment, plus assurée. Hier, j'ai vu la liste des primes, et je voulais demander pourquoi les nouveaux employés gagnent presque le double de moi après tout ce que j'ai donné. À cette entreprise pendant 10 ans. Le silence qui a suivi était lourd, presque tangible. Isabelle et Antoine ont échangé un regard. Et alors il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. Isabelle a ri. Un rire bref, dédaigneux, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Les salaires sont établis en fonction des conditions du marché actuel, Hélène, a expliqué Antoine d'un ton condescendant. Lorsque nous recrutons de nouveaux talents, nous devons être compétitifs. Et qu'en est-il ? De la rétention des talents que vous avez déjà ? Ai-je demandé, sentant mon visage s'échauffer. Qu'en est-il de la valorisation de l'expérience et de la loyauté ? Isabelle s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et m'a regardé droit dans les yeux. C'est à prendre ou à laisser, Hélène.
c'est le monde de l'entreprise. 6 mots. 6 mots qui ont brisé une décennie d'illusions. Ce n'était pas une négociation ni même une conversation. C'était un ultimatum. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais quelque chose s'est aussi forgé. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, bien qu'il y en eût beaucoup. C'était de la clarté. Pour la première fois en 10 ans, je voyais la vérité sans filtre. Ma loyauté avait été considérée comme acquise, et on m'avait sous-estimée. Je comprends, ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Merci pour votre temps. Je suis sortie de ce bureau en étant une personne différente. La Hélène qui était entrée en croyant à la justice du système n'existait plus. Celle qui en est sortie savait qu'elle devrait créer sa propre justice. Et tandis que je retournais à mon bureau, entourée de collègues qui n'imaginaient même pas ce qui venait de se passer, une idée a commencé à se former dans mon esprit. L'idée qui allait tout changer. Cette nuit-là, le silence de mon appartement dans le quartier des Batignolles m'est devenu insupportable. Les mots d'Isabelle résonnaient dans ma tête. C'est à prendre ou à laisser. Comme si 10 ans pouvaient être jetés ainsi, sans plus. Comme si j'étais un vieux meuble qu'on pouvait remplacer par un plus neuf et plus brillant. J'ai essayé de me distraire avec la télévision, mais les nouvelles ne parlaient que d'injustice et de corruption. J'ai essayé d'appeler ma sœur, Sylvie, mais elle n'a pas répondu. Elle devait être occupée avec mes neveux. Je me suis servi un verre de vin rouge, un Saint-Émilion que je gardais pour les occasions spéciales. Ce n'était pas une occasion spéciale, mais j'avais besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs. Assise sur le petit balcon de mon appartement, contemplant les lumières de Paris, j'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, j'avais joué selon les règles, faisant confiance à un système qui n'a jamais été conçu pour me bénéficier. J'avais été naïve de croire que la loyauté et l'effort seraient insuffisants. C'était un jeu différent, avec des règles différentes, et il était temps que je joue aussi d'une autre manière. À 11h du soir, j'ai posé mon verre vide et j'ai allumé mon ordinateur portable. Je n'avais pas de plan concret. Je savais seulement que je voulais tout documenter. J'ai commencé à écrire, d'abord de manière chaotique. Tous les incidents, toutes les promesses non tenues, toutes les fois où j'avais vu du favoritisme et de la discrimination. Peu à peu, ma colère s'est transformée en quelque chose de plus structuré, de plus puissant. J'ai ouvert ma messagerie électronique et j'ai commencé à chercher. J'avais l'habitude de tout garder, une manie pour laquelle mes collègues me surnommaient en plaisantant l'archiviste. Maintenant, cette manie allait s'avérer inestimable. J'ai trouvé des emails m'attribuant des responsabilités sans compensation, des promesses de révision salariale qui ne sont jamais arrivées, des félicitations pour des travaux extraordinaires qui ne se sont jamais reflétés sur ma fiche de paie. Je me suis souvenu de Louise, mon ancienne collègue qui avait démissionné brusquement l'année dernière. Nous pensions tous qu'elle était partie pour une meilleure offre, mais avant de partir, elle m'avait avoué en larmes qu'elle ne supportait plus l'ambiance toxique. J'ai cherché dans mes messages privés avec elle et j'ai trouvé des détails sur la façon dont on lui avait refusé une promotion méritée pour la donner à Xavier, le neveu du directeur financier. Il y avait aussi le cas de Raymond, un homme plus âgé qui travaillait dans l'administration et qui a été poussé jusqu'à ce qu'il décide de prendre une retraite anticipée, juste au moment où il était sur le point d'atteindre des avantages supplémentaires pour ancienneté. Et comment oublier Marie-Josée, qui est revenue de son congé maternité pour découvrir que son poste avait été restructuré et ses responsabilités redistribuées. Ce n'était là pas seulement des histoires isolées, c'était un schéma, un système délibéré pour exploiter ceux qui étaient loyaux et nous remplacer lorsque nous devenions trop chers ou gênants. À 1h du matin, mon ordinateur portable était entouré de tasses de café vides et de notes adhésives. J'avais créé un dossier numérique avec des sous-dossiers organisés par type d'incident. Discrimination salariale, harcèlement moral, violation du droit du travail, conflit d'intérêts. Dans chacun, méticuleusement, j'ai sauvegardé des captures d'écran, des emails transférés, des documents numérisés. Je me suis alors souvenu que j'avais accès au système de gestion documentaire dans le cadre de mes responsabilités. Avec mon identifiant, je pouvais consulter des registres que n'importe quel employé ne verrait normalement pas. Je ne faisais rien d'illégal. J'utilisais simplement les outils que l'entreprise elle-même m'avait fournis.
J'ai trouvé des rapports d'audit interne où étaient mentionnées des divergences salariales significatives qui devaient être ajustées progressivement, mais qui n'avaient jamais été mises en œuvre. J'ai découvert des évaluations de performance manipulées pour justifier le manque de promotion pour certains employés, y compris moi-même. J'ai vu comment les évaluations d'autres avaient été artificiellement gonflées pour justifier des augmentations disproportionnées. L'adrénaline me tenait éveillée. Chaque découverte était comme une pièce de plus dans un puzzle de corruption et d'abus systématiques. Il ne s'agissait pas seulement de mon salaire, c'était toute une culture d'entreprise conçue pour exploiter certains et en privilégier d'autres. À 3 heures du matin, j'ai commencé à rédiger un document formel. Ce ne serait pas une simple plainte. Ce serait un rapport exhaustif, professionnel et irréfutable. J'ai commencé par un résumé exécutif détaillant les schémas identifiés. Ensuite, j'ai organisé chaque section par catégorie d'infraction avec des références croisées aux documents de support. J'ai inclus une analyse des implications légales basée sur le Code du travail français et les politiques internes de l'entreprise. Mon esprit était très clair, comme si tout le brouillard de doutes et d'auto-illusions s'était dissipé. J'écrivais avec une précision et une détermination que je ne me connaissais pas. Ce document n'était pas seulement une dénonciation. C'était ma déclaration d'indépendance. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer, par ma fenêtre, j'ai ajouté la section finale, mes recommandations. Je ne demandais pas seulement une correction salariale pour moi, j'exigeais une révision complète du système, de la transparence pour tous les employés et des mécanismes de contrôle pour prévenir de futurs abus. À 4h37 du matin, j'ai relu le document une dernière fois. 78 pages de preuves incontestables. Je l'ai intitulé « Rapport sur les pratiques internes, demande de révision présidentielle ». Je l'ai imprimé, j'ai signé chaque page et je l'ai placé dans un dossier bleu que j'ai trouvé sur mon étagère. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. J'avais des cernes profonds et les cheveux en désordre, mais mes yeux brillaient d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. Pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler au groupe Bertrand, je sentais que j'avais le contrôle. Je n'ai pas dormi une seule minute cette nuit-là, mais je ne ressentais pas non plus de fatigue. Ce que je ressentais était quelque chose de différent, quelque chose que j'avais oublié, la dignité. Et tandis que le soleil de Paris commençait à chauffer les rues, j'ai pris une douche, j'ai enfilé mon plus beau tailleur et j'ai préparé un café fort. Aujourd'hui ne serait pas un jour de plus au bureau. Aujourd'hui allait changer ma vie pour toujours. L'immeuble du groupe Bertrand se dressait, imposant, sur l'esplanade de la Défense, avec ses 25 étages de verre et d'acier reflétant le soleil du matin. Je suis entrée dans le hall principal avec le dossier bleu fermement tenu sous mon bras, saluant comme toujours Pascal, l'agent de sécurité qui était dans l'entreprise depuis aussi longtemps que moi. « Bonjour, Hélène. Je vous trouve très élégante aujourd'hui. Vous avez une réunion importante ?» m'a-t-il demandé avec sa gentillesse habituelle. « On pourrait dire ça, Pascal. Aujourd'hui est un jour spécial, » ai-je répondu, surprise par le calme de ma voix. Je me suis arrêtée devant le miroir de l'ascenseur pour vérifier mon apparence. J'avais mis mon tailleur noir à la coupe droite, celui que je réservais pour les occasions vraiment importantes, avec une blouse blanche impeccable et des boucles d'oreilles en argent que ma mère m'avait offertes. Mes cheveux bruns étaient rassemblés en un chignon bas, professionnel et élégant. Il n'y avait aucune trace visible de la nuit blanche. Le maquillage avait fait des miracles avec mes cernes. L'ascenseur s'est arrêté au 12e étage, où se trouvait mon service. Quelques personnes sont entrées, dont Gabrielle, l'une des rares collègues avec qui j'entretenais une relation au-delà du professionnel. « Hélène, je t'ai appelée hier soir pour t'inviter à dîner avec nous. Carole a amené son nouveau copain et c'était un désastre total, m'a-t-elle dit en riant. Mais elle s'est ensuite arrêtée en remarquant le dossier bleu et mon expression sérieuse. « Tout va bien ? » « Tout est parfait, » ai-je répondu avec un léger sourire. « Je te raconterai plus tard. » Je ne me suis pas arrêtée à mon bureau. Je suis passée directement devant le bureau des ressources humaines, où j'ai pu voir Isabelle parler au téléphone, gesticulant avec énergie.
Je n'ai même pas tourné la tête pour la regarder. J'ai continué jusqu'au bout du couloir et j'ai pris l'ascenseur de direction, celui que seuls les directeurs et le personnel de la haute direction utilisaient normalement. J'ai appuyé sur le bouton du 25e étage et j'ai respiré profondément en montant. Cet ascenseur était différent, revêtu de bois sombre, avec un léger parfum de désodorisant au bois de santal et une musique d'ambiance censée calmer les nerfs de ceux qui prenaient les grandes décisions. Ironique, ai-je pensé, que maintenant il me serve à moi pour garder mon sang-froid. Quand les portes se sont ouvertes, je me suis retrouvée dans un monde différent de celui que je connaissais. L'étage de la direction était un autre univers, sols en marbre blanc, œuvres d'art contemporain sur les murs, meubles design et un silence, presque révérencieux. Ici, on n'entendait pas le cliquetis constant des claviers ou le murmure des conversations comme à mon étage. Ici, les décisions se prenaient à voix basse, derrière des portes closes. Je me suis dirigée vers la réception, où Claudia, la secrétaire du président, a levé les yeux de son ordinateur avec une surprise évidente, en disant « Je n'étais jamais montée à cet étage ». « Bonjour, puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé d'un ton qui mêlait professionnalisme et perplexité. « Bonjour Claudia, je suis Hélène Martin, du service de comptabilité. J'ai un document que j'aimerais remettre personnellement au président Bertrand. Il concerne les pratiques internes et la conformité légale. » Ses sourcils parfaitement dessinés se sont légèrement arqués. J'ai pu voir le conflit sur son visage. Il n'était pas habituel qu'une employée de mon niveau demande à voir le président, mais mon ton formel et la mention de la conformité légale ont activé ses alarmes. Monsieur Bertrand est occupé ce matin, il a plusieurs réunions programmées, a-t-elle finalement répondu, consultant son agenda numérique. Je comprends, j'attendrai le temps qu'il faudra, ai-je répondu avec fermeté, m'asseyant sur l'un des élégants canapés de l'antichambre. Claudia m'a regardé pendant quelques secondes, m'évaluant, puis a pris le téléphone. Elle a parlé à voix basse, mais j'ai pu entendre des bribes. Employé de la compta, dit que c'est à propos de la conformité légale. Ça semble urgent. Après avoir raccroché, elle m'a jeté un regard différent, un mélange de curiosité et quelque chose qui ressemblait à du respect. Monsieur Bertrand pourra vous recevoir brièvement entre 2 réunions. Ce sera dans environ 10 minutes. C'est suffisant. Merci Claudia. J'ai attendu patiemment, le dossier bleu sur mes genoux. J'ai observé le personnel de direction entrer et sortir de différents bureaux, me lançant des regards curieux. J'étais un élément étranger dans leur écosystème, et tout le monde le remarquait. À 10h15, la porte du bureau principal s'est ouverte et 3 hommes en costume en sont sortis, parlant vivement de projections financières. Claudia m'a fait un signe discret et je me suis levée, lissant ma jupe d'une main tout en tenant le dossier de l'autre. « Vous pouvez entrer maintenant, mademoiselle Martin. » Le bureau d'Édouard Bertrand était exactement comme je l'avais imaginé, spacieux, avec des baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur Paris, une imposante table, en chêne, et des étagères avec des livres qu'il n'avait probablement jamais lus. L'homme qui s'est levé pour me recevoir avait une 60aine d'années, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, et le bronzage artificiel de celui qui passe ses week-ends sur la Côte d'Azur. « Mademoiselle Martin, bonjour. » m'a-t-il salué avec un sourire professionnel, tout en m'indiquant de m'asseoir en face de lui. « Ma secrétaire me dit que vous avez quelque chose d'important à discuter avec moi. » J'ai été surprise qu'ils connaissent mon nom. Nous n'avions jamais été présentés formellement, malgré mes 10 ans dans l'entreprise. « Bonjour, monsieur Bertrand. Je vous remercie de me recevoir. » ai-je commencé, maintenant un ton respectueux mais ferme. J'ai travaillé pour le groupe Bertrand pendant 10 ans, donnant toujours le meilleur de moi-même et croyant aux valeurs que cette entreprise prétend représenter. J'ai fait une pause, observant sa réaction. Son sourire professionnel était toujours intact, mais ses yeux avaient acquis une lueur de prudence. Pendant ce temps, j'ai été témoin de pratiques qui contredisent ces valeurs, et qui, dans certains cas, pourraient même violer le droit du travail français, ai-je continué. J'ai compilé toutes les informations dans ce rapport que j'aimerais que vous examiniez personnellement.
J'ai tendu le dossier bleu sur son bureau. Je pense que c'est quelque chose que vous devez lire. Édouard Bertrand a regardé le dossier comme si c'était un objet étranger, potentiellement dangereux. Puis il m'a regardé, essayant de lire mon expression, d'évaluer ma détermination. Avez-vous partagé cette information avec quelqu'un d'autre ? A-t-il finalement demandé, sans encore toucher le dossier. Non. Je suis convaincu que vous prendrez les mesures appropriées une fois que vous aurez examiné le contenu. Sa main s'est finalement posée sur le dossier bleu. Il l'a ouvert, a lu le titre du rapport et a rapidement feuilleté quelques pages, s'arrêtant sur des graphiques et des tableaux qui mettaient en évidence les disparités salariales. « C'est exhaustif », a-t-il commenté, et j'ai remarqué un léger tremblement dans sa voix. « J'aurais besoin de temps pour l'examiner correctement. » « Bien sûr, ai-je répondu en me levant. Je serai à mon poste habituel lorsque vous souhaiterez me parler. Je suis sortie de son bureau sans rien ajouter de plus. En passant à côté de Claudia, j'ai remarqué qu'elle me regardait différemment, comme si j'étais soudainement devenue visible pour elle. Pendant que l'ascenseur descendait vers le 12e étage, j'ai ressenti un calme étrange. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le dossier bleu était maintenant entre les mains du président, et je découvrirais bientôt si mon acte de courage aurait des conséquences positives ou s'il marquerait la fin de ma carrière. Au groupe Bertrand. En arrivant à mon étage, j'ai perçu une atmosphère différente. Bien que personne ne sût ce que je venais de faire, il semblait que tout le monde pressentait que quelque chose avait changé. Les couloirs étaient inhabituellement silencieux. Les regards se détournaient quand je passais. C'était comme si tout le bâtiment retenait sa respiration, en attendant. Et moi aussi, j'attendais, mais plus avec peur, mais avec la certitude sereine de celle qui a enfin pris le contrôle de son destin. Les heures suivantes se sont écoulées dans un calme étrange. Je me suis assise à mon bureau et j'ai fait mon travail comme n'importe quel autre jour, répondant aux emails, vérifiant des factures, préparant des rapports. Mais à l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Chaque fois qu'un téléphone sonnait, chaque fois que quelqu'un passait près de mon bureau, je me tendais légèrement. Gabrielle s'est approchée pendant la pause café, curieuse de mon comportement du matin. « Tu vas me dire ce qui se passe. Tu as cette expression bizarre toute la journée, comme si tu savais quelque chose que les autres ne savent pas, » m'a-t-elle dit à voix basse, se penchant sur mon bureau. « Je te promets que je te raconterai tout, mais pour l'instant je... » « Ne peux pas, » ai-je répondu, lui offrant un sourire tendu. Je n'ai pas eu à attendre beaucoup plus longtemps. À 12h37, les rumeurs ont commencé à circuler. D'abord des chuchotements dans les couloirs, puis des conversations interrompues, quand quelqu'un s'approchait. À 13h, tout le service savait que quelque chose se passait à l'étage de la direction. On dit qu'ils ont appelé tous les chefs de service, m'a raconté Paul, le stagiaire qui semblait toujours tout savoir, et qu'ils ont annulé toutes les réunions de l'après-midi. À 14h, j'ai vu Isabelle passer rapidement devant mon bureau, le visage pâle et le regard fixe. Elle ne m'a pas regardée, mais j'ai pu remarquer que ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tablette. 5 minutes plus tard, Antoine est passé dans la même direction, avec une expression que je ne lui avais jamais vue. La peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Raquel, assise au bureau à côté du mien. Tout le monde agit comme s'il y avait eu une catastrophe. J'ai haussé les épaules, feignant la même confusion, bien que mon estomac se soit transformé en un nœud. Le président avait-il déjà lu mon rapport complet? Était-il en train de prendre des mesures ou simplement de préparer mon licenciement? À 15h, en revenant de la cantine, Claudia, la secrétaire du président, m'attendait à côté de mon bureau. Tout le service observait discrètement, faisant semblant de travailler. « Hélène, le président veut vous revoir. » y a-t-elle annoncé d'un ton formel qui ne révélait rien. J'ai hoché la tête et j'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise. En marchant à côté de Claudia vers l'ascenseur, j'ai senti des dizaines de regards plantés dans mon dos. Le secret de la situation avait créé une tension palpable dans l'atmosphère. Cette fois, le trajet en ascenseur vers l'étage de la direction m'a semblé interminable. J'ai respiré profondément.
me préparant à n'importe quel scénario. Je pouvais faire face à un licenciement immédiat, à des menaces légales, ou à une tentative de me faire taire avec une indemnité. J'étais prête à tout, sauf à ce que j'ai trouvé. En entrant dans le bureau d'Édouard Bertrand, j'ai été surprise de voir qu'il n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient un homme et une femme que je ne connaissais pas, tous deux avec des expressions sérieuses et des tenues formelles. Le dossier bleu était ouvert sur le bureau, avec des documents éparpillés de manière ordonnée. « Hélène, merci d'être venue », a dit le président en se levant pour me recevoir. Son ton était complètement différent de celui du matin. Plus grave, plus respectueux. Je vous présente Laura Henry, notre conseillère juridique externe, et Richard Lefebvre, du service d'audit interne. Il m'a indiqué de m'asseoir en face d'eux. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile comme je l'avais craint. « J'ai lu votre rapport », a poursuivi Bertrand en montrant les documents. « J'ai passé les dernières heures à l'examiner en détail et à confronter certaines de vos affirmations avec nos systèmes. » Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. « Je vous dois des excuses et un remerciement. » De toutes les réponses possibles, c'était celle que j'attendais le moins. J'ai cligné des yeux confuses. « Ce que vous avez documenté ici, » a-t-il continué en tapotant doucement le dossier avec ses doigts, « n'est pas seulement inacceptable d'un point de vue éthique, mais potentiellement délictueux dans certains cas. La discrimination salariale systématique, la manipulation des évaluations, les représailles contre les employés. Cela ne représente pas les valeurs du groupe Bertrand. » Laura Henry, la conseillère juridique, est intervenue d'un ton professionnel. « Nous avons déjà lancé une enquête préliminaire, » a-t-elle expliqué. « Et ce que nous avons trouvé jusqu'à présent corrobore plusieurs de vos allégations. Nous sommes particulièrement préoccupés par les cas de Louise Martinez et Marie-Josée Sanchez, qui pourraient constituer une discrimination de genre selon la loi sur l'égalité professionnelle. L'audit interne examine déjà tous les dossiers salariaux et de promotion des 5 dernières années, a ajouté Richard Lefebvre. Les résultats préliminaires montrent des divergences qui ne peuvent être justifiées par des raisons de marché ou de performance. Je suis restée silencieuse, traitant ce que j'entendais. Une partie de moi s'attendait encore à ce que tout change à tout moment, que le piège, la menace, apparaissent. Le président Bertrand a semblé lire dans mes pensées. « Hélène, je veux que vous sachiez que je prends cela avec le plus grand sérieux, » a-t-il affirmé. « Ce que vous avez fait requiert un grand courage et un profond engagement éthique. Ce sont précisément ces valeurs que je veux promouvoir dans cette entreprise. » Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Isabelle Fournier et Antoine Dubois ont été suspendus temporairement pendant que l'enquête progresse. J'ai nommé Laura responsable par intérim des ressources humaines, avec plein pouvoir pour mettre en œuvre les changements nécessaires. J'ai senti une boule dans ma gorge. Il était difficile d'assimiler qu'on me prenait vraiment au sérieux, que mes années de frustration silencieuse avaient enfin trouvé un écho. « Que va-t-il se passer maintenant ?» ai-je osé demander. « Cela dépend en partie de vous, » a répondu Bertrand. « Nous avons besoin de votre coopération et de votre soutien pendant l'enquête. Votre connaissance de la situation est inestimable. » « Et après l'enquête, quoi ?» ai-je insisté. Je ne voulais pas que cela devienne une simple opération de communication, un problème balayé sous le tapis une fois la frayeur passée. Le président a échangé des regards avec ses accompagnateurs avant de reprendre la parole. « Cela dépend aussi en partie de vous, Hélène. Je suis ouvert à écouter vos propositions. » C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable ampleur de ce que j'avais accompli. Non seulement ils avaient écouté ma plainte, mais ils me donnaient l'opportunité de participer à la solution. Pour la première fois en 10 ans, je ne demandais pas, je négociais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ai-je finalement répondu. Pour élaborer une proposition qui bénéficiera non seulement à moi, mais à tous les employés affectés par ces pratiques. Bien sûr, a concédé Bertrand. Prenez le reste de la journée. Demain, nous pourrons nous réunir à nouveau pour discuter de vos conditions. En me levant pour partir, j'ai ressenti un mélange d'émotions si intense que je pouvais à peine le traiter. Validation,
soulagement, fierté et aussi une nouvelle responsabilité que je n'avais pas anticipée. Une dernière chose, Hélène, a ajouté le président alors que j'étais déjà près de la porte. Je vous demande de faire preuve de discrétion pendant que l'enquête progresse. Mais je veux que vous sachiez que, lorsque tout cela sera terminé, votre courage sera reconnu publiquement. J'ai hoché la tête et je suis sortie du bureau. En passant à côté de Claudia, j'ai remarqué qu'elle me regardait avec un mélange de curiosité et d'un nouveau respect. La rumeur s'était répandue. Quelque chose d'important se passait, et j'étais au centre de tout. Pendant que l'ascenseur descendait, mon esprit commençait déjà à travailler sur la proposition que je présenterai le lendemain. Cette fois, je ne serai pas une employée suppliant des miettes. Je serai une négociatrice exigeant la justice. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, mais pour des raisons complètement différentes de la nuit précédente. Mon esprit bouillonnait d'idées, de possibilités et de stratégies. Ce n'était plus la colère qui me tenait éveillée, mais le pouvoir de créer un changement réel. J'ai appelé ma sœur Sylvie et je lui ai tout raconté. Sa réaction initiale a été l'inquiétude. « Hélène, tu es sûre de ce que tu fais? Ces grandes entreprises ont des avocats puissants. Ils peuvent te rendre la vie impossible. » « Ils me l'ont déjà rendu impossible pendant 10 ans, Sylvie. » ai-je répondu avec un calme qui l'a surprise. Maintenant, j'ai l'opportunité de changer les choses. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Après une longue conversation, elle a finalement compris ma position et m'a offert son soutien inconditionnel. Je suis fière de toi, ma petite sœur. Maman le serait aussi. J'ai passé des heures à faire des recherches sur Internet sur les bonnes pratiques de travail, à consulter la législation en vigueur et à étudier des cas similaires. Je voulais que ma proposition soit solide, réaliste et efficace. Ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice et de transformation. À 8h30 le lendemain matin, je suis arrivée au bureau avec ma proposition parfaitement structurée dans un nouveau dossier, rouge cette fois. Un symbolisme simple mais efficace. Du bleu de la dénonciation au rouge de l'action. L'ambiance au bureau était étrange. La rumeur courait qu'Isabelle et Antoine avaient été suspendus, mais personne ne savait exactement pourquoi. On me regardait avec curiosité, certains même avec une certaine méfiance. Avais-je quelque chose à voir avec ces changements soudains? Les spéculations allaient un bon train dans les couloirs. À 10 heures précises, Claudia m'a appelé pour m'informer que le président m'attendait. Cette fois, l'ascenseur vers l'étage de la direction m'a semblé différent. Je n'étais plus une intruse. J'étais une négociatrice avec un pouvoir propre. Dans le bureau, m'attendèrent le président Bertrand, Laura Henry et 2 autres personnes que je ne connaissais pas. Un homme plus âgé qui s'est présenté comme Olivier Dubois, membre du conseil d'administration, et une jeune femme nommée Diane Leroy, spécialiste en transformation organisationnelle. Je me suis assise en face d'eux avec le dossier rouge sur mes genoux, ressentant une confiance que je n'avais jamais expérimentée auparavant dans ce bâtiment. « Bonjour Hélène », a commencé le président. « Comme nous en avons convenu, hier, nous sommes ici pour écouter vos propositions. L'enquête préliminaire a confirmé la plupart de vos allégations, et le Conseil s'est engagé à mettre en œuvre des changements significatifs. » J'ai hoché la tête et j'ai ouvert mon dossier. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai exposé ma vision de manière claire et concise. Ma voix ne tremblait pas. Je ne m'excusais pas de prendre de la place. C'était mon moment, et je l'ai saisi. Mes conditions se divisent en 4 domaines principaux, ai-je expliqué. Premièrement, une transparence salariale complète. Tous les employés doivent avoir accès aux grilles salariales de chaque poste et comprendre comment leurs rémunérations sont déterminées. Deuxièmement, un audit d'équité réalisé par une entité externe indépendante qui examine non seulement les salaires, mais aussi les opportunités de promotion et de développement. Troisièmement, un nouveau système d'évaluation des performances, objectif et vérifiable, sans place pour le favoritisme ou la discrimination. Et quatrièmement, un programme de réparation pour les employés qui ont été lésés par les pratiques antérieures, incluant des compensations économiques rétroactives le cas échéant.
J'ai fait une pause, observant leur réaction. Le membre du conseil, Olivier Dubois, fronçait légèrement les sourcils à la mention des compensations rétroactives, mais les autres hochèrent la tête avec une expression attentive. De plus, ai-je continué, je propose la création d'un comité d'éthique et de conformité avec des représentants de tous les niveaux de l'entreprise, qui supervisera la mise en œuvre de ces mesures et servira de canal sécurisé pour les futures dénonciations. Diane Leroy, la spécialiste en transformation, prenait des notes avec un intérêt évident. Ces propositions sont alignées sur les meilleures pratiques internationales, a-t-elle commenté. En fait, mettre en place un tel système pourrait positionner le groupe Bertrand comme un leader en matière d'équité au travail dans le secteur. Le président Bertrand m'observait avec un mélange de respect et quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Et pour vous, personnellement, Hélène, quelles sont vos conditions ? Je me suis préparée pour le moment le plus délicat de la négociation. J'ai respiré profondément et j'ai regardé chacun des présents droit dans les yeux avant de parler. Je veux un contrat révisé avec un salaire correspondant à mon expérience et à mes responsabilités, avec effet rétroactif d'1 an. Je veux des excuses formelles et publiques de l'entreprise pour la discrimination subie. Et je veux un nouveau poste, directrice de l'éthique et de la conformité, rattachée directement à la présidence, avec l'autonomie et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et superviser les changements que j'ai proposés. Le silence qui a suivi était dense, presque tangible. J'ai pu voir qu'ils échangèrent des regards, évaluant l'audace de mes demandes. Finalement, ce fut Olivier Dubois qui parla. Ce que vous demandez aura un impact financier significatif sur l'entreprise, a-t-il dit d'un ton mesuré. Les compensations, rétroactives, les ajustements salariaux, nous parlons de millions d'euros. Moins que ce que coûterait un scandale public, une enquête de l'inspection du travail et plusieurs procès pour discrimination, ai-je répondu calmement, sans parler des dommages irréparables à la réputation. Laura Henry, la conseillère juridique, a hoché la tête presque imperceptiblement. Hélène a raison, est-elle intervenue. Le coût de l'inaction serait bien plus élevé, tant sur le plan économique que réputationnel. Le président s'est adossé à sa chaise, considérant tout ce qu'il avait entendu. Finalement, il s'est penché en avant et m'a regardé directement. « J'accepte vos conditions, Hélène. Toutes. » Je ne m'attendais pas à une victoire aussi complète et aussi rapide. J'avais anticipé des négociations, des concessions, peut-être même une résistance ouverte. Mais la force des preuves que j'avais présentées, combinée à la crainte d'un scandale public, avait complètement fait pencher la balance en ma faveur. Nous préparerons les documents nécessaires pour formaliser votre nouveau rôle et les initiatives que vous avez proposées, y a poursuivi Bertrand. En attendant, j'aimerais que vous participiez à une réunion avec toute l'équipe de direction demain, pour présenter personnellement votre vision. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de triomphe et de responsabilité. J'avais obtenu tout ce que je demandais, mais maintenant venait la partie la plus difficile. Concrétiser ces changements, transformer une culture d'entreprise ancrée depuis des décennies. En sortant du bureau, Claudia m'a arrêtée avec un sourire sincère. « Félicitations, directrice Martin. J'ai déjà reçu des instructions pour préparer votre nouveau bureau à l'étage de la direction. » « Merci, Claudia. » m'ai-je répondu, traitant encore la rapidité avec laquelle tout changeait. En descendant à mon ancien service pour récupérer mes affaires, j'ai senti les regards curieux de mes collègues. Les rumeurs avaient grandi. On parlait maintenant d'une restructuration complète, d'audit et de changement à la direction. Gabrielle s'est approchée de mon bureau pendant que je mettais mes affaires dans une boîte. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé à voix basse. « On te promeut à l'étage de la direction ?»« C'est vrai !» ai-je confirmé. « Et pas seulement moi. Les choses vont beaucoup changer par ici, Gabrielle. Pour le mieux. » Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément émue. L'espoir,
Le même espoir que j'avais perdu et retrouvé en l'espace de 3 jours à peine. En montant dans l'ascenseur vers mon nouveau bureau, avec des fenêtres et de la lumière naturelle, j'ai senti que le poids de 10 ans d'injustice commençait à se dissiper. Ce n'avait pas été seulement une négociation. Ça avait été une révolution silencieuse, et elle ne faisait que commencer. 1 an s'est écoulé depuis le jour où j'ai remis le dossier bleu. 1 an de transformation, de résistance, de victoire et de quelques revers. De la fenêtre de mon bureau à l'étage de la direction, je peux voir le jardin du Luxembourg et, au-delà, l'horizon de Paris. Le même horizon que je contemplais cette nuit où j'ai décidé que c'en était assez, que je méritais mieux, que nous méritions tous mieux. La transition n'a pas été facile. Lorsque ma nomination en tant que directrice de l'éthique et de la conformité a été officiellement annoncée, les réactions ont été mitigées. Certains collègues me voyaient comme une héroïne, d'autres comme une traîtresse ou une opportuniste. Les directeurs plus anciens, amis d'Isabelle et d'Antoine, ont tenté de saboter subtilement mes initiatives. Certains ont même quitté l'entreprise, incapables de s'adapter à la nouvelle culture de transparence. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. L'audit externe a révélé des disparités salariales encore plus graves que ce que j'avais documenté. Un plan de compensation rétroactive a été mis en œuvre, bénéficiant à plus de 200 employés. Les grilles salariales sont devenues publiques et un nouveau système d'évaluation basé sur des critères objectifs et vérifiables a été établi. Le plus surprenant a été de voir comment, une fois la porte ouverte, d'autres personnes ont commencé à parler. Des histoires qui étaient restées cachées pendant des années sont sorties au grand jour. Louise, mon ancienne collègue, est revenue témoigner dans l'enquête interne. Marie-Josée a reçu une offre pour réintégrer l'entreprise avec le poste et les responsabilités qu'elle méritait. Raymond, déjà à la retraite, a été compensé financièrement pour les avantages qui lui avaient été refusés. Aujourd'hui, alors que je classe les documents pour la réunion annuelle du comité d'éthique, mon téléphone sonne. C'est Gabrielle, maintenant coordinatrice du bien-être au travail, un poste créé dans le cadre de la restructuration. Hélène, les résultats de l'enquête sur le climat social sont prêts, m'annonce-t-elle avec enthousiasme. La satisfaction des employés a augmenté de 47% par rapport à l'année dernière, et la perception de l'équité et de la transparence a augmenté de plus de 60 points. C'est magnifique. Gabrielle, je réponds, sincèrement heureuse. Envoie-les-moi pour que je les inclue dans le rapport annuel. En raccrochant, je me surprends à sourire à l'ironie. Les mêmes rapports et statistiques qui étaient autrefois manipulés pour justifier des injustices documentent maintenant le progrès vers une entreprise plus équitable. Un léger coup à la porte interrompt mes pensées. C'est Diane Leroy, la spécialiste en transformation qui travaille maintenant de manière permanente avec nous. « Prête pour la présentation de demain ?» demande-t-elle en entrant avec une tablette à la main. Le Financial Times a confirmé l'interview. Ils veulent en mettre en avant le groupe Bertrand comme un cas de réussite en matière de transformation éthique d'entreprise. Presque prête, je réponds, en montrant les documents sur mon bureau. Je suis juste en train de revoir quelques détails. Diane s'assoit en face de moi, avec une expression plus sérieuse. Tu sais que beaucoup d'entreprises nous observent, n'est-ce pas? Ce que nous avons accompli ici crée des vagues dans tout le secteur. 2 concurrents ont déjà lancé des programmes similaires, et le ministère du Travail étudie notre modèle comme une référence possible pour de futures réglementations. J'acquiesce, consciente de l'impact que nos actions ont au-delà des murs de ce bâtiment. Aurais-tu jamais imaginé que nous irions si loin ? Me demande Diane. La question me fait réfléchir. Avais-je imaginé tout cela cette nuit où je compilais des preuves avec des mains tremblantes ? Avais-je prévu que mon acte de rébellion personnelle pourrait déclencher un changement systémique ? Non, j'admets honnêtement. Je voulais seulement la justice pour moi et pour mes collègues. Le reste a été un effet domino que personne n'aurait pu prévoir. Après le départ de Diane, je reste à contempler la ville à travers la fenêtre. Le soleil de l'après-midi baigne Paris d'une lumière dorée, faisant paraître même les bâtiments les plus gris chauds et accueillants,
Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Sylvie. « Tu es encore au bureau ? Maman est déjà à la maison en train de préparer le bœuf bourguignon, et les enfants n'arrêtent pas de demander quand tante Hélène arrivera. Je pars dans 15 minutes. Je promets, souriant à la pensée du dîner de famille qui m'attend. En rangeant mes affaires, je pense aux nombreuses personnes qui m'ont demandé au cours de cette année comment j'ai trouvé le courage d'affronter un système si bien établi. Je réponds toujours la même chose. Parfois, le silence est plus dangereux que le risque. Parfois, tolérer l'intolérable nous détruit plus lentement, mais avec autant de certitude que de l'affronter. Ce n'est pas seulement un rapport que j'ai écrit cette nuit-là. C'était une ligne tracée dans ma vie où j'ai refusé de continuer à être diminuée. Et dans le processus, j'ai découvert une force que je ne savais pas que j'avais. En marchant vers l'ascenseur, je passe devant l'ancien bureau des ressources humaines, maintenant transformé en centre de bien-être et de développement. Isabelle n'est plus là. Après l'enquête, son départ de l'entreprise a été convenu dans des conditions qui n'ont jamais été rendues publiques. Antoine a été relégué à un poste sans importance dans une filiale mineure, son influence complètement neutralisée. Je ne ressens pas de joie pour leur chute, mais pour le système plus juste qui a émergé des décombres de ce qu'ils représentaient. En sortant du bâtiment, je croise Paul, l'ancien stagiaire, maintenant en CDI dans des conditions dignes. « Hélène !» me salue-t-il avec enthousiasme. « Tu as vu que 3 autres personnes se sont présentées pour le comité d'éthique ? Les gens veulent vraiment participer. » C'est un bon signe, je réponds. Quand les gens sentent que leur voix compte, ils veulent l'utiliser. Je dis au revoir à Paul et je marche vers le métro, profitant de l'air frais du soir. Il y a 1 an, je sortais de ce même bâtiment le cœur serré par l'humiliation et la colère. Aujourd'hui, je sors la tête haute, non pas pour mon titre ou mon salaire, mais parce que je me suis souvenu de qui j'étais et je le leur ai fait voir aussi. Dans la rame de métro, une jeune femme lit un article sur sa tablette. J'aperçois le titre « Révolution silencieuse. Comment une employée a transformé la culture d'une grande entreprise ». Cela me fait sourire. La révolution n'a pas été silencieuse pour moi. C'était un cri que je retenais depuis 10 ans. En arrivant chez ma mère, où toute la famille m'attend pour dîner, je suis accueillie par les câlins de mes neveux et l'arôme incomparable du bœuf bourguignon. Ici, loin des rapports et des comités, je suis simplement Hélène, la sœur, la tante, la fille. « Comment ça va au travail, ma chérie ?» demande ma mère en me servant un verre de vin. « Ça va bien, maman ?» Je réponds avec un sourire tranquille. Les choses sont enfin comme elles devraient être. Et tandis que nous nous asseyons à la table familiale, je pense à toutes les tables de toutes les maisons où s'assoient des personnes qui souffrent en silence d'injustices au travail, qui croient qu'elles n'ont pas de voix, qui pensent qu'elles ne peuvent pas changer les choses. Si je pouvais leur dire quelque chose, ce serait ceci. Parfois, un seul acte de courage peut initier une transformation qui semblait impossible. Parfois, la personne que tout le monde sous-estime s'avère être la plus puissante. Parce que lorsque vous décidez enfin que c'en est assez, lorsque vous refusez de rester invisible, lorsque vous retrouvez votre voix, le monde entier commence à écouter.